Je m'appelle Jean Morel, 68 ans. Toute ma vie, j'ai jugé les autres. Ce soir-là, c'est moi qu'on a jugé, sur le parvis de la mairie de Lyon. Il faisait chaud, le ciel doré d'un mariage, les verres de champagne déjà pleins. Ma fille, Camille, rayonnait dans sa robe ivoire. À côté d'elle, Thomas Leroy, son futur mari, posait pour les photographes comme un ministre en campagne. J'avais préparé un discours simple, parler d'amour, de confiance, de mémoire. En montant les marches, mon soulier a glissé sur le rebord mouillé par le traiteur. La chemise s'est froissée, la pochette est tombée. Un silence, puis un éclat de rire. Le sien. Attention, le vieux va encore confondre les alliances et les contrats. Rires autour. Je me suis redressé lentement. Personne n'a tendu la main. Camille m'a regardé, gêné. J'ai souri. C'est la seule arme qu'il me restait. Sous mes doigts, la pochette contenait bien plus qu'un discours. Un relevé bancaire, une copie d'acte, 2 signatures étrangement identiques. Je n'ai rien dit, pas encore. À table, Thomas a levé son verre à la modernité. Il parlait de fusion d'entreprises, de croissance, de génération nouvelle. Je n'ai pas corrigé quand il a évoqué la société familiale dont il serait désormais co-gérant, la mienne. Fondée par mon père en 1956, rachetée à moitié par moi après sa faillite, sauvée d'un redressement par 20 ans de dossiers plaidés, j'ai senti une chaleur dans la poitrine, pas la colère, non, la lucidité. Plus tard, devant le buffet, il a glissé à un ami. Camille a signé les papiers, tout est réglé. Je me suis approché pour prendre un petit four. Il a changé de sujet, mais j'avais entendu, et surtout enregistré. Ce soir-là, dans la voiture, j'ai observé le reflet de ma fille endormie sur la vitre. Elle croyait avoir épousé un homme d'affaires. Elle venait d'épouser un prédateur poli. Je ne savais pas encore comment, mais je savais déjà quand, le jour même de leur triomphe, je reprendrais ma voix. De retour chez moi, j'ai ouvert le tiroir du bureau où dormaient mes vieux carnets de juge. En haut, un stylo Montblanc, cadeau du garde des Sceaux lors de ma retraite. En bas, un dictaphone argenté, jamais utilisé depuis 2014. Je l'ai allumé. La petite lumière rouge a clignoté. Premier enregistrement, mariage de Camille Morel et Thomas Leroy, mairie du 9e, Lyon. Ma voix tremblait un peu, pas de peur, de méthode. Je venais d'ouvrir un dossier, le mien. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma fille. « Papa, tout s'est bien passé. Thomas t'adore. » J'ai relu 2 fois, j'ai répondu « Oui, ma chérie, tout s'est parfaitement passé. » Et j'ai ajouté pour moi-même « Pour l'instant. » Les jours suivants, tout semblait normal, trop normal. Camille ne m'appelait plus le soir. Avant, elle m'envoyait toujours un message pour dire bonne nuit. « Dors bien, papa. » Cette fois, rien. J'ai d'abord pensé qu'elle profitait de sa lune de miel, mais au fond, quelque chose sonnait faux. Je l'ai appelée un matin. Thomas a répondu à sa place. Sa voix était polie, trop polie. « Camille dort encore, Jean. Elle est un peu fatiguée. Je te rappellerai. » Il ne m'a jamais rappelé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de ma fille. « Papa, laisse-nous un peu d'espace. » Une phrase courte, sans ponctuation, sans tendresse. J'ai senti le vide entre les mots. Je connais les signes. En 40 ans de tribunaux, j'ai vu des manipulateurs isoler leurs victimes pas à pas, couper les amis, contrôler les appels, intercepter le courrier. J'ai compris que c'était à mon tour d'être mis à distance. Mais moi, je ne me bats pas avec des cris. Je me bats avec des preuves. J'ai repris mon carnet noir, celui où je notais jadis les incohérences des témoins. J'ai écrit la date, la phrase exacte du message et le numéro. C'est devenu la première pièce du dossier. La semaine suivante, j'ai essayé de rendre visite à Camille. L'interphone ne répondait pas. Au bout de quelques minutes, la voix de Thomas a grésillé dans le haut-parleur. « Elle n'est pas là. Et puis, Jean, c'est un peu tôt pour les visites, non ?» Le ton n'était plus poli. C'était un avertissement. J'ai souri, seul sur le trottoir. Devant moi, la façade moderne du nouvel immeuble, vitrée, froide, impersonnelle. Dans le hall, je distinguais un bouquet de fleurs blanches, sans carte. J'en ai offert assez dans ma vie pour savoir quand un cadeau cache une dette. Je suis rentré chez moi et j'ai ouvert le dossier de la société Morel & Fields.
Sur le site de la Banque publique d'investissement, j'ai trouvé une annonce, fusion en cours avec Leroy Capital, la signature, c'est Morel, la date, 2 jours après le mariage. Mon cœur a cogné doucement, pas de colère, encore une fois, une précision froide. Je me suis fait du café, j'ai sorti le classeur bleu, celui des statuts. Les parts de ma fille représentaient 38%, suffisamment pour céder le contrôle à un tiers si les papiers étaient bien tournés, et Thomas avait très bien tourné les papiers. Le soir même, j'ai reçu un appel de ma banque, une conseillère que je connais depuis 20 ans. Sa voix était hésitante. « Monsieur Morel, nous avons reçu une demande de procuration sur votre compte professionnel, au nom de votre gendre. » Je me suis appuyé contre la table. « Et vous l'avez accepté ?»« Non, bien sûr, mais il avait une copie de votre signature avec un document d'état civil, très bien imité. » Je n'ai rien répondu pendant un long moment. Puis j'ai dit « Merci, gardez tout, rien ne doit être détruit. » J'ai raccroché. Le silence de l'appartement m'a paru immense. Je suis allé dans le salon. Sur la cheminée, la photo de Camille enfant me regardait, sa robe bleue, ses bras tendus vers moi. J'ai murmuré « Ils veulent t'avoir par moi, ma fille. Alors ils vont d'abord me perdre. » Le lendemain, j'ai appelé un vieil ami, Maître Duval, notaire à la retraite. Nous avons bu un café au bistrot de la place Bellecour sous les auvents rouges. Je lui ai raconté les faits, sans pathos. Juste les dates, les phrases, les documents. Il m'a écouté longtemps sans m'interrompre, puis a dit « Jean, tu veux qu'on vérifie la validité de ces signatures ?» J'ai hoché la tête. « Et tu veux qu'on reste discret ?»« Autant que la vérité le permet. » Il a souri. « Tu n'as pas changé. » Il a emporté les photocopies et m'a promis une réponse dans la semaine. En rentrant chez moi, je me suis arrêté devant la vitrine d'un magasin d'électronique. Sur un présentoir, un petit appareil d'enregistrement, modèle journalistique, discret. J'ai pensé à mon vieux dictaphone et je l'ai acheté sans hésiter. Ce soir-là, j'ai enregistré mon second mémo. Deuxième pièce, tentative de procuration frauduleuse, contact, Duval. Ma voix sonnait calme, posée, presque clinique. Mais à l'intérieur, quelque chose s'éveillait. Je savais que le combat commençait, et cette fois, il ne s'agissait plus d'un dossier d'audience, mais de ma propre famille. Avant d'éteindre la lumière, j'ai noté une dernière phrase dans mon carnet « Ne jamais répondre à l'humiliation, documenter ». C'est ce que j'ai toujours enseigné à mes jeunes magistrats, mais ce soir-là, pour la première fois, je le faisais pour moi. Une semaine a passé. Le courrier de Duval est arrivé dans une grande enveloppe brune, sans logo. À l'intérieur, un rapport d'expertise graphologique et une simple phrase écrite à la main. Les signatures ne sont pas de la même main. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Ce n'était pas une surprise, c'était une confirmation. Je tenais la première preuve. J'ai classé le rapport dans une chemise rouge avec une étiquette « Pièce numéro 1, signature falsifiée ». J'ai toujours aimé la rigueur des dossiers, un code couleur, une date, un témoin. Cette discipline, c'est ma seule armure. Le soir même, j'ai appelé Camille. Sa voix était fatiguée, lointaine. « Papa, je ne veux pas parler d'argent. On est heureux, c'est tout ce qui compte. » J'ai senti qu'elle répétait une phrase apprise. Derrière, j'entendais Thomas, un rire, un bruit de verre, une musique de fond. « Dis-lui que tout va bien, chérie. » Puis le bip sec de la fin d'appel. J'ai regardé le téléphone posé sur la table. À côté, le dictaphone. Je l'ai rallumé. Troisième enregistrement, conversation écourtée avec Camille, présence audible de Thomas. Je notais tout, pas pour la vengeance, pour la vérité. 2 jours plus tard, j'ai retrouvé un ancien collègue, Bernard, greffier à la retraite. Nous nous sommes assis dans le petit café derrière le palais de justice, le même où autrefois nous relisions les dossiers de tutelle tard le soir. Je lui ai raconté la situation. Il a soupiré. Les jeunes ne savent plus ce que c'est qu'une signature. Ils pensent qu'un PDF remplace un serment. Je lui ai demandé s'il pouvait consulter discrètement le registre du tribunal de commerce. Il a hoché la tête. Je te dirai ce que je trouve. Le lendemain, un message m'attendait sur mon répondeur. « Jean, ton gendre a déposé une demande de modification des statuts. Il se présente comme directeur général par délégation. » Je n'ai pas eu besoin d'entendre la suite. Je savais déjà ce que cela signifiait.
le contrôle de la société, même sans majorité des parts. J'ai respiré profondément. Une habitude de juge, inspirer, compter, classer le fait, puis la réaction. Le fait, usurpation de pouvoir. La réaction, collecte de preuves. Le vendredi suivant, j'ai repris la route vers Lyon. J'ai prétexté un déjeuner familial. Camille m'a accueilli avec un sourire mécanique. Son regard cherchait celui de Thomas comme pour obtenir la permission de parler. Je lui ai apporté un petit coffret en bois, un stylo ancien, symbole de notre entreprise. À l'intérieur, j'avais glissé un micro d'enregistrement miniature relié à mon téléphone. J'ai toujours dit que la technologie est utile quand elle sert la vérité. Pendant le repas, j'ai laissé la conversation suivre son cours. Thomas parlait fort, vantait ses nouveaux investisseurs, riait de mes méthodes d'un autre siècle. Il évoquait la future vente d'un terrain appartenant à la société. Camille hochait la tête, silencieuse. J'ai continué à sourire. Le soir, dans ma voiture, j'ai réécouté la bande. Sa voix résonnait claire. Le vieux n'y comprend rien. Quand tout sera signé, on pourra revendre et s'installer à Genève. J'ai arrêté l'enregistrement, puis noté la minute exacte. Preuve numéro 2. Intention déclarée de revente frauduleuse. Le lundi, je suis allé voir Duval dans son étude. Je lui ai fait écouter la bande sans commentaire. Il a fermé les yeux, soupiré. C'est solide, mais tu veux aller jusqu'où? Jusqu'à la lumière. Il a hoché la tête, lentement. Alors on va tout verrouiller. Il a rédigé une déclaration de sauvegarde des actifs qu'il a déposée au greffe le lendemain. Dès cet instant, toute opération financière importante devait passer par une autorisation judiciaire. Un bouclier temporaire mais efficace. Thomas ne le savait pas encore. Je continuais de tout consigner, les messages de Camille de plus en plus rares, les appels manqués, les courriers adressés directement à Monsieur et Madame Leroy-Morel, sans mon nom. Chaque détail devenait une ligne de mon dossier. Je dormais peu. Le matin, je relisais mes notes en buvant un café noir, comme avant une audience. Ce n'était plus une affaire de famille, c'était une procédure en devenir. Un soir, alors que je rangeais mes papiers, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Une voix féminine, hésitante. « Monsieur Morel, je m'appelle Claire. Je travaille à la société de votre gendre. Il m'a demandé de transférer des fonds sur un compte étranger, mais il m'a semblé étrange que ce soit signé au nom de votre fille. Je lui ai demandé de garder les documents et de ne rien dire. C'est une question de sécurité juridique, mademoiselle. Je m'en charge. » Elle a accepté. Preuve numéro 3, témoin interne. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à ma fille, à son regard autrefois clair, à la façon dont elle s'effaçait derrière cet homme, et je me suis répété « Je ne la sauverai pas en criant, je la sauverai en prouvant. » Le lendemain, j'ai organisé mes pièces. Chemise rouge, signature falsifiée, bleue, enregistrement, verte, témoignage, noire, stratégie finale. Dans la chemise noire, j'ai glissé un seul document, une copie de mon discours pour la réception de mariage. J'ai souligné une phrase au stylo. La confiance se signe à deux, mais elles seront seules. C'est cette phrase que je lirai, le moment venu. Une semaine plus tard, Bernard m'a rappelé. Jean, ton gendre a loué une salle pour célébrer la fusion. Il y aura la presse locale. J'ai souri. Alors c'est là que je parlerai. J'ai passé la journée suivante à tout préparer. Les fichiers audio copiés sur une clé, les extraits bancaires imprimés, les témoignages numérisés. Chaque élément était daté, signé, vérifiable. Un dossier complet, prêt à être remis à un procureur. Mais je ne voulais pas qu'il soit ouvert dans un bureau gris. Je voulais que la vérité se lève devant les mêmes témoins qui avaient ri. Avant de dormir, j'ai relu mes notes. J'ai ajouté une dernière ligne. Ne jamais se défendre, démontrer. Puis j'ai fermé le dossier, rangé la clé dans ma poche et éteint la lampe. Dehors, la ville dormait. Moi, j'attendais seulement le bon moment. Je n'ai jamais aimé les affrontements directs. À la cour, les colères ne servaient à rien. Seule la précision avait du poids. Alors j'ai fait ce que je savais faire, un plan. Le lundi suivant, j'ai revu Maître Duval. Nous avons déjeuné dans un petit restaurant du Vieux-Lyon, près des quais. Je lui ai exposé calmement mon idée. Je veux que tout se fasse devant témoins, mais sans accusation. Que la vérité parle d'elle-même.
Il m'a observé longuement, puis a hoché la tête. Tu veux une audience publique? Exactement, mais dans une salle de réception. Nous avons établi la liste des documents à présenter, les relevés bancaires confirmant les transferts, le rapport graphologique, l'enregistrement audio, le témoignage de Claire, l'assistante. Tout devait être clair, visible, impossible à contester. J'ai confié à Duval les originaux, moi je garderai les copies sur une clé protégée. Il a insisté « Et si ça tourne mal ?» Alors j'aurai au moins tout laissé proprement. Les jours suivants, j'ai observé le silence. J'ai laissé Thomas s'enferrer dans sa confiance. Il préparait sa soirée de fusion dans un domaine viticole près de Villefranche. Je recevais encore les invitations imprimées, le logo de Leroy Capital en doré, ma société réduite à une note de bas de page. C'était parfait. Je suis allé acheter un costume gris foncé, sobre, taillé sur mesure. La vendeuse m'a dit « Pour un mariage ?» Non, pour une vérité. Elle a souri sans comprendre. À la maison, chaque soir, je répétais ma prise de parole. Je voulais que tout tienne en moins de 10 minutes. Pas de colère, pas de pathos, juste les faits. J'ai rédigé 6 feuillets, numérotés, puis j'ai tout appris par cœur. Je m'enregistrais pour entendre ma respiration, les pauses, les mots trop durs. À la fin, il n'y restait qu'une seule émotion, la dignité. Sur mon bureau, j'avais étalé les preuves, papier, clé USB, copie tamponnée. Je les ai glissées dans une chemise en cuir brun, celle que ma femme m'avait offerte avant sa mort. Je l'ai toujours considérée comme un talisman. Elle portait encore son odeur, un mélange de lavande et de tabac blond. 3 jours avant la réception, j'ai reçu un message de Camille. « Papa, viens si tu veux, mais sois gentil, pas de drame. Thomas est stressé. » J'ai répondu « Je viendrai. » C'est tout. Je n'avais pas l'intention de faire un drame. J'allais simplement rendre au mot justice sa vraie définition, faire apparaître ce qui est caché. Le matin du grand jour, j'ai préparé tout minutieusement. Chemise blanche repassée, montre à gousset de mon père, portefeuille vide, pour ne rien perdre. Sur la table, le dossier brun. J'ai relu une dernière fois ma note. Ne pas humilier, éclairer. Puis j'ai pris la route. La campagne s'étendait sous un ciel clair. J'ai roulé lentement, sans radio. Chaque virage me rapprochait de cette scène qui, dans un autre temps, aurait pu être une audience solennelle. Sauf que ce soir-là, le tribunal serait une salle de fête, et les jurés, les invités. À mon arrivée, le parking débordait déjà, des voitures récentes, beaucoup de plaques parisiennes, les serveurs couraient, les guirlandes brillaient. Thomas m'a accueilli à la porte, sourire d'apparat, costume clair, main tendue. « Jean, vous êtes venu !» Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Il m'a conduit à ma table près de la scène. J'ai repéré les journalistes, 2 caméras, un photographe. Parfait. Je me suis assis et observé le ballet des invités et noté mentalement les positions, sortie, projecteur, pupitre. Camille est venue m'embrasser. Ses yeux brillaient, mais j'y ai vu une ombre de peur. « Tout va bien, papa ?» « Oui, ma chérie, tout est en ordre. » Pendant le repas, Thomas a multiplié les toasts. Il parlait d'expansion, de nouvelle ère. À chaque phrase, les applaudissements. Moi, je buvais lentement mon verre d'eau. J'attendais. Quand le dessert a été servi, il a annoncé d'une voix triomphante « Avant de conclure cette soirée historique, j'aimerais céder la parole à mon beau-père, Monsieur Jean Morel. » Rires, applaudissements, quelques murmures. Il croyait m'humilier à nouveau, me ridiculiser avec un discours de vieil homme sentimental. Mais c'était moi qui tenais la clé. Je me suis levé calmement. Ma main a effleuré le dossier sur la table. La salle s'est tue. Merci Thomas, ce sera bref. J'ai marché jusqu'au micro. Sous mes pas, le parquet grinçait doucement, comme dans la salle d'audience de jadis. J'ai pris une grande inspiration. Je voudrais parler d'une valeur simple, celle qui fonde toutes les unions, la confiance. Quelques rires polis. Je me suis arrêté et sorti la chemise brune. Mais la confiance, quand elle est signée sans consentement, devient un contrat vide. Silence. J'ai ouvert la chemise et brandi le rapport graphologique. Ceci est la signature falsifiée de ma fille. Un murmure a parcouru la salle. Thomas a pâli. Je me suis tourné vers lui. Et voici votre voix, Thomas, parlant de revente et de comptes étrangers.
J'ai connecté ma clé à l'ordinateur du DJ. Quelques secondes plus tard, sa propre voix résonnait dans les haut-parleurs. Le vieux n'y comprend rien. Quand tout sera signé, on pourra revendre et s'installer à Genève. Un silence lourd, coupé net. Camille s'est levée, les mains tremblantes. Thomas a voulu s'approcher du micro. Je l'ai arrêté d'un geste. Non, Thomas, ce soir, personne ne t'interrompt. J'ai repris la parole, doucement. J'ai passé ma vie à écouter avant de juger. Ce soir, j'écoute encore. Je me suis tourné vers les invités. Vous vouliez une célébration d'union? Voici la réalité. Une falsification, une manipulation, une trahison légale. Personne ne bougeait. La journaliste a allumé sa caméra. Camille a fondu en larmes. Je n'ai pas crié. Je me suis contenté de dire « Je ne demande pas vengeance, je demande clarté ». Puis j'ai débranché la clé, refermé la chemise et quitté la scène. Derrière moi, le tumulte s'est levé. Cris, chuchotements, appels. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, la nuit était fraîche. Le ciel clair, les vignes endormies. Je me suis appuyé sur ma voiture et respiré profondément. Mon téléphone a vibré, un message de Duval. Les pièces sont déposées, l'affaire est officiellement enregistrée. Je lui ai répondu d'un mot, « Merci ». J'ai allumé une cigarette, ma première depuis des années. La fumée s'est mêlée à la brise, légère, presque douce. Dans la salle, au loin, j'entendais encore des voix s'élever, des éclats, des portes qui claquent. Mais pour moi, c'était fini. Je n'avais plus rien à prouver. La vérité avait parlé. Le lendemain matin, la lumière entrait à travers les volets comme un verdict. Je n'ai pas dormi. J'ai simplement attendu que le monde se réveille. Sur la table, ma chemise en cuir. Dedans, tout ce qui comptait désormais, les preuves, les copies, le silence de la nuit précédente. À 8 heures passées, le téléphone a sonné. Maître Duval. Sa voix était ferme. « Jean, c'est fait. La plainte a été déposée au parquet. Abus de confiance, falsification et usage de faux. » Je n'ai rien répondu d'abord. Il a ajouté « Et les médias ?» Ils étaient là, Duval. Un silence. Puis « Alors prépare-toi. » En fin de matinée, les premiers articles sont apparus sur les sites régionaux. Tension lors d'une réception d'affaires à Villefranche. Un ancien magistrat accuse son gendre de fraude. Mon nom était cité, pas celui de ma fille. J'ai apprécié ce détail. Les journalistes avaient compris que je ne cherchais pas le scandale, mais la vérité. Le téléphone a recommencé à sonner. Des inconnus, des anciens collègues, même un procureur à la retraite. « Morel, vous avez encore le sens du timing ?» Je souriais à peine. Au milieu des appels, celui que j'attendais, Camille. Sa voix tremblait. « Papa, qu'as-tu fait? Tout le monde parle de nous. » J'ai simplement montré ce qu'il cachait, rien de plus. Un long silence. « Il dit que tu veux le ruiner. » Non, ma fille, il s'est ruiné tout seul. Elle a raccroché sans répondre. 2 jours plus tard, j'ai reçu la convocation officielle, audition libre au commissariat central de Lyon. J'y suis allé en début d'après-midi, sans avocat, comme un citoyen ordinaire. L'officier m'a reconnu tout de suite. « Monsieur Morel, ça fait drôle de vous voir de l'autre côté du bureau. » La justice ne change pas de place, capitaine. Elle change de visage. Je lui ai remis les copies, les fichiers audio, les relevés bancaires. Il a tout classé méthodiquement, comme je l'aurais fait moi-même autrefois. Votre dossier est solide. Il n'est pas solide, capitaine. Il est exact. Le soir, les journaux télévisés ont repris l'affaire. Quelques images de la salle de réception, des extraits flous, ma voix enregistrée au micro. Le titre, « Mariage brisé par un scandale financier, la parole d'un père ». Je n'ai pas regardé jusqu'à la fin, je n'aime pas me voir, mais les messages ont afflué. Une voisine, « Jean, c'était courageux. » Un ancien juge, « Tu viens de rappeler au public que la loi n'est pas un spectacle. » Et même un simple inconnu, « Merci d'avoir parlé pour ceux qu'on fait taire. » Je ne cherchais pas les remerciements, mais ils m'ont ému, parce qu'au fond, chaque dossier de ma vie avait toujours commencé par le même mot, « écouter ». Le 3e jour, un appel du parquet. Le procureur voulait me voir personnellement. Son bureau n'avait pas changé depuis mes années d'audience, dossiers empilés, odeur de papier chaud et de café froid.
Il a posé les mains sur la table. Votre gendre nie tout, il dit que les enregistrements sont montés. C'est son droit. Les métadonnées parleront. Et votre fille? Elle est victime, rien d'autre. Il a noté quelques lignes, puis m'a regardé avec une sorte de respect triste. Vous auriez pu régler ça dans le silence. Le silence nourrit les menteurs. La lumière, elle, les arrête. Il a souri, sans répondre. Les semaines suivantes ont été un enchaînement d'expertises. Les comptes de Leroy Capital bloqués, les transferts retracés, les signatures comparées. Tout convergeait vers une seule conclusion, fraude caractérisée. Thomas a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'avait plus le droit de gérer aucune société, ni de s'approcher de Camille. Le jour où j'ai appris cette décision, j'étais dans mon jardin. Le vent faisait tomber les feuilles sur la table du petit déjeuner. J'ai lu la notification sur mon téléphone, puis je l'ai posée. Pas de joie, pas de triomphe, seulement un apaisement discret, celui que procure la certitude du juste. Quelques jours plus tard, Camille est venue me voir. Elle tenait un sac de voyage et des cernes profonds. Elle n'a pas parlé tout de suite. Je lui ai servi un thé, comme quand elle révisait ses examens autrefois. Enfin, elle a murmuré « Je n'ai rien vu venir, papa. Je me croyais forte. » Tu l'étais. Il a simplement profité de ta confiance. Elle a hoché la tête. Je me suis mariée avec un masque. Et tu t'en es libérée devant témoins. Elle a éclaté en sanglots. Je l'ai prise dans mes bras. C'était la première fois depuis des mois que je sentais ma fille respirer librement. Les journaux ont cessé de parler de l'affaire après quelque temps. Une autre histoire, un autre scandale, comme toujours. Mais dans le milieu juridique, le nom de Thomas Leroy est resté une référence, l'homme qui a ri trop tôt. Quant à moi, j'ai repris mes habitudes simples. Le matin, café noir et lecture du Progrès. L'après-midi, promenade le long du Rhône, carnet en main. Je notais parfois une pensée, un souvenir, rien de grandiose. Juste des faits, comme j'ai toujours aimé les garder. Un dimanche, j'ai reçu une lettre anonyme, écriture soignée, timbre parisien. Monsieur Morel, j'étais l'un des invités à la réception. J'ai ri, moi aussi. J'aimerais vous présenter mes excuses. Ce que vous avez fait m'a rappelé que la dignité existe encore. Je l'ai relu plusieurs fois. Puis je l'ai glissé dans mon carnet entre deux pages blanches. Quelques semaines plus tard, la presse a annoncé la mise en examen officielle de Thomas Leroy pour abus de biens sociaux et escroquerie aggravée. L'article précisait « Les fonds détournés dépasseraient les 200 000 euros ». Je me suis souvenu de la phrase qu'il avait prononcée devant tous « Le vieux n'y comprend rien ». J'ai murmuré « Le vieux comprend encore assez pour compter jusqu'à 200 000 ». Camille a demandé l'annulation du mariage. Le tribunal a statué en sa faveur. Mariage vicié par fraude, consentement manipulé. Une phrase sèche dans le jugement, mais un monde entier derrière. Ma fille retrouvait son nom. Et moi, mon silence. Le soir du jugement, nous avons dîné ensemble. Elle a levé son verre. À la vérité, même tardive. J'ai répondu « À la patience, ma fille. Elle finit toujours par gagner. » Les jours ont repris leur cours, simples et clairs. Les journaux n'en parlaient plus, la ville continuait de vivre. Mais chaque fois que je passais devant la mairie où tout avait commencé, je revoyais la scène. Ma chute, son rire, le bruit sec de ma pochette tombant sur les marches, et je me disais, c'est ce rire qui m'a réveillé. La dernière fois que j'ai vu Thomas, c'était par hasard, dans un couloir du tribunal. Il portait un costume usé, les yeux cernés. Il a voulu me parler. « Jean, j'ai tout perdu. » »« Non, tu as tout appris. C'est plus rare. » Je lui ai serré la main, pas par pitié, par clôture. Quand je suis sorti du bâtiment, un jeune avocat m'a salué. « Monsieur Morel, votre histoire a fait école. On l'étudie à la fac. » J'ai haussé les épaules. Alors qu'ils retiennent une chose, la justice, quand elle dort, il suffit parfois d'un vieil homme pour la réveiller. Les mois ont passé. L'hiver s'est installé sur Lyon, lentement, avec ses matins froids et le bruit des journaux qu'on glisse sous les portes. Je vis seul, mais je n'ai jamais autant senti la présence des autres. Quand je traverse le marché, on me salue. Parfois, un simple regard, parfois un mot. « Bonjour, monsieur Morel. » Je réponds toujours avec un sourire. Pas de fierté, juste de reconnaissance.
La maison est redevenue silencieuse. Dans le salon, la cheminée crépite le soir, comme autrefois quand ma femme lisait ses romans. Je garde sur le bureau la vieille chemise en cuir, fermée, scellée. Je n'ai plus besoin de l'ouvrir. Tout ce qu'elle contenait est désormais jugé, classé, apaisé. Camille vient souvent. Elle parle de reprendre des études de droit. Elle me demande des conseils, rit de mes anecdotes de magistrat, prépare le café mieux que moi. Parfois, je la regarde et je me dis que le temps n'efface rien. Il répare lentement comme la marée qui polit une pierre. Un matin, elle m'a tendu une enveloppe blanche. C'est pour toi, papa. À l'intérieur, une lettre du tribunal, procédure close, classement définitif. Aucune amertume. Juste une phrase, nette, que j'ai relue plusieurs fois. Les faits ont été établis et reconnus. J'ai rangé la lettre sans la plier. La justice, une fois encore, avait fait son œuvre. Pas pour punir, mais pour équilibrer. C'est ce que j'ai toujours cru. La loi n'est pas une arme, c'est une balance. L'après-midi, j'ai marché jusqu'au Rhône. Le vent sentait la neige. Sur le quai, un groupe d'étudiants riait, insouciants. L'un d'eux a trébuché sur une marche mouillée. Personne n'a ri. Ils l'ont aidé à se relever. J'ai souri. Le monde change parfois, sans qu'on s'en aperçoive. Je me suis assis sur le banc et sorti mon carnet. J'y ai noté une dernière phrase. Quand on tombe, ce n'est pas la honte qui compte, mais la manière de se relever. J'ai refermé le carnet. Le soir, à la maison, j'ai reçu un message de Camille. « Papa, tu dors ? » ?»« Pas encore. »« Merci d'avoir attendu sans crier. C'est comme ça qu'on entend la vérité. » J'ai éteint le téléphone. La ville s'endormait doucement. Le bruit du vent sur les volets me rappelait celui des couloirs du tribunal, un murmure constant, sérieux, jamais menaçant. Je me suis servi un dernier verre de vin et regardé la lueur du feu, et j'ai compris que la justice, la vraie, n'a pas besoin de robe ni de marteau. Elle naît quand quelqu'un se tait assez longtemps pour que les faits parlent seuls. Morale, il n'y a pas de vengeance dans la lumière, seulement la clarté des choses enfin dites.